Bonjour ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Merci de l'intérêt que vous portez sur Congoscopie, cette édition qui fait des analyses politiques, socio-économiques concernant la République démocratique du Congo et aussi la vie de la diaspora congolaise, principalement en Australie. Cette semaine, je suis avec Monsieur Denis Kayenge, qui est journaliste de e-News 24. Denis, comment vous allez? Oh, je vais bien, Clyde. Et vous? Merci, en tout cas, je vais très bien. Merci de votre présence ici dans ces studios. Merci. Nous allons parler un petit peu de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe dans la diaspora congolaise en Australie. On va commencer par le forum que nous avons organisé récemment. Vous êtes de e-News 24, moi de Congoscopie. Nous avons notre ami Eric qui est de Grand Journal et ensemble nous avons organisé un forum qui s'est passé il y a une semaine ici à Melbourne. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, Denis. Le forum des Congolais de l'Australie qui a été organisé, comme vous allez mentionner, par Congoscopie, qui est une branche de AMA, et INU24, le Grand Journal d'Eric. C'était une première d'abord dans la communauté congolaise d'ici. Ouais. Et les impressions étaient fantastiques, comme on dit. Tout le monde avait aimé le concept et nous avons invité tous ces Congolais ensemble qui sont venus pour au fait faire une lecture par rapport à ce qui se passe au Congo. Après l'élection de M. Félix Tshilombo Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Donc il y avait beaucoup qui se sont dit, il y avait des interventions en tout cas intéressantes. Les Congolais voulaient réfléchir sur leur devenir. Absolument, le forum était en tout cas une plateforme pour donner de la parole aux Congolais de l'Australie de s'exprimer sur les élections, sur qu'est-ce que le Congo gagnait ou perdait avec l'élection de Félix Tshisekedi et puis comment rendre la diaspora un peu plus utile. Donc, il y a aussi une deuxième édition de ce forum qui se prépare. Oui, dans 2 semaines, nous allons encore une fois organiser le forum des Congolais de l'Australie, toujours dans le même cadre, comment participer à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez mentionné, les Congolais veulent s'impliquer, les Congolais de la diaspora veulent s'impliquer cette fois-ci aux affaires, à ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la seconde édition pourra plus aller dans le sens de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions qu'il faut prendre afin de participer au développement de notre cher pays. Absolument, je crois que c'est important. Les choses sont en train de changer au Congo, bien qu'évidemment, vous savez, l'élection de la présidence a été contestée et tout ça, mais il me semble, Denis, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis l'investiture de Félix Tshilombo. Il me semble que l'opposition, les pro-Fayoulou et tout ce que ça représente, a quand même un peu diminué depuis un certain moment. Oui, c'est tout à fait normal parce que, eu égard, si nous pouvons rentrer un tout petit peu dans la politique congolaise qui est un peu spéciale, je dirais, Kabila a su jouer habilement dans les oppositions, c'est-à-dire, quand je dis les oppositions, les rivalités internes dans l'opposition, il a su bien jouer là à l'intérieur. Il y avait l'opposition qui était faible pour être débauchée, il y avait l'opposition des intérêts, et il y avait l'opposition radicale avec une branche de ceux-là qui étaient plus liés au leader charismatique Etienne Tshisekedi. Kabila, pour s'approcher à la population, il s'est arrangé pour ne pas trop approcher à la population, mais il s'est approché plus à l'opposition. En s'approchant à l'opposition, il pensait que la population, parce qu'il écoute l'opposition, je vais m'approcher de l'opposition. Alors la situation que nous avons aujourd'hui, s'il faut répondre à votre question, c'est tout à fait normal que nous ayons un opposant qui est l'opposant d'un autre opposant. Donc c'est normal parce que c'est ça, en fait, c'est le génie politique de Kabila. Ouais. Il s'est arrangé pour entrer dans l'opposition. En s'approchant de l'opposition, il les a, à l'interne, il a profité de cette rivalité. Et c'était normal, on avait, soi-disant, un opposant comme Tshibala, Premier ministre, qui était l'opposant des opposants aussi au même moment, on s'est opposé à lui, et le résultat est normal. Aujourd'hui, nous avons un opposant qui est l'opposant de l'opposant. Mais comme la situation politique a toujours été ainsi, surtout en Afrique d'une façon générale, ça va s'effriter. Petit à petit, la population va vaquer à ses occupations, parce que vous savez, le pays comme le Congo, les gens vivent au jour le jour, ils ne vont pas se manifester éternellement. C'est ça la situation aujourd'hui. Et il y a une chose qui explique ce que vous êtes en train de dire là, les opposants d'un opposant qui fait de l'opposition et tout ça, c'est le manque cruel de convictions politiques au Congo.
Dans un pays où c'est l'État qui emploie, c'est tout à fait normal que tout le monde puisse viser justement la politique. Parce qu'on s'est dit, c'est là où j'aurai le travail. Et puis la démagogie et la corruption qui a gangréné la société congolaise, ça fait que tout aventurier peut se retrouver au sommet de l'État. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde est ainsi. Donc, finalement, les gens n'ont pas des convictions politiques, ils n'ont pas la philosophie politique. Quand la politique devient un métier clair, sachez que les pays tombent. On a un problème là. Et même d'ailleurs, je me rappelle, j'ai discuté avec un ami récemment, on disait même le fondement de la démocratie ne marche pas très bien avec une population qui est pauvre, non éduquée. Au Congo, pendant longtemps, on a eu cette dégradation économique qui a fait que les gens prennent la politique comme un moyen de se faire de l'argent et du tout, tout le jeu de la démocratie est faussé. Un ancien adage dit que le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est au fait une situation faite à dessein, c'est-à-dire nous appauvrissons la population pour que le démagogue puisse être écouté. Je vous donnerai ce qui est impossible, je devais vous donner quand j'étais au pouvoir, mais je vous dis, je veux encore vous le donner quand je ne vous ai pas donné. Donc, quelque part, s'il faut résumer, c'est fait à dessein, la population sera toujours pauvre aussi longtemps qu'il ne sera pas éduqué. Donc, l'éducation, c'est la base. Mandela avait dit, Africains, allez à l'école de l'apprentissage. Apprenez, c'est à ce moment-là que vous aurez le pouvoir en soi. Donc, c'est fait à dessein. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la politique du Congo, mais on va avancer. Félix est là depuis pratiquement 2 semaines. Qu'est-ce que vous lisez de son pouvoir? De temps en temps, je commence à réaliser sa liberté. C'est-à-dire, on peut prendre des exemples un peu banals. Une dame qui l'interpelle juste en sortant de l'église, qui dit « on a ravi ma maison ». Une situation qui ne se fait jamais parce que quand quelqu'un s'approche du cortège présidentiel, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête, on le jette dehors. Mais le président a écouté la dame et il a instruit par rapport à la loi du Congo parce que la loi dit il faut que la cour puisse statuer avant d'inverser quelqu'un de la maison. Donc, il l'a fait. Donc, ça fait partie de ses indépendances. Mais il faut aussi ne pas oublier que ce que dit Félix est né sous la barbe d'un leader qu'on appelle le Sphinx délimité, qui était le leader charismatique Etienne Tshisekedi. Il est le fils de son père. Je pense que ça dit tout. Donc, pendant les 2 semaines, comme je disais, on doit laisser voir. 2 semaines, c'est encore rien, mais je sens cette indépendance déjà. Bon, il faut dire qu'on attend beaucoup de lui pour qu'il puisse se démarquer de l'emprise kabiliste, si vous voulez. Moi, je suis, bon, je dirais dubitatif un petit peu parce que je pense que Kabila a trop de pouvoir, même s'il n'est pas là. Et j'attends des actes précis de Félix. Est-ce que vous pensez que ces actes vont finalement être exprimés? Je crois que dans ma lecture, Kabila a cherché aussi à se protéger. Donc, ce qui signifie qu'il garde encore le pouvoir militaire. Quand un civil remplace un militaire en Afrique, c'est toujours ce qui se passe. Vous avez vu l'exemple de l'Égypte, un président élu qui a été inversé par le général Ali Sissi, qui est maréchal évidemment aujourd'hui. Donc, ce qui signifie, s'il faut pousser trop, Kabila peut agir. Moi, je crois que dans un pays comme le Congo, où il y a eu des dictatures, ils sont allés de dictature en dictature, je pense que l'attente est énorme. Parce que tous les secteurs sont foutus. Alors tout le monde attend quelque chose de cette personne qui est née dans l'opposition, qui a grandi dans l'opposition. Il doit leur donner, au fait, ce qu'eux veulent. Donc l'attente, comme vous le dites, ça va. Mais être dubitatif, comme vous avez dit, je crois que vous devez étancher votre soif. Je me dis que, essayez un peu de laisser le temps à ces jeunes hommes de travailler. Ouais, moi, je veux bien lui donner le temps et simplement, je voudrais voir déjà quelque chose, mais bon, le gouvernement n'est pas encore sorti. Voilà, par exemple. Ça, c'est une chose. Pourquoi ça prend autant de temps? La situation dans laquelle Félix se retrouve aujourd'hui, c'est une situation où je suis dans l'opposition, muselé. Les amis avec qui on a lutté 2-3 semaines avant les élections, ils se sont séparés. Maintenant, ils se demandent, les plans qui ont été déjà faits avant, comment je vais diriger ce pays sans cette opposition qui m'avait accompagné, qui nous avait accompagnés depuis très longtemps dans le rassemblement. Alors, c'est Fayoulou. Et puis, entre-temps, le pouvoir qui s'est enraciné il y a longtemps, il faut aussi voir la population parce qu'ils savent. Il y a un slogan que la population avait lancé à Félix, il ne faut pas oublier. Il a dit, papa a dit, le peuple d'abord. Alors,
parce que c'est le peuple d'abord, il doit aussi mesurer. Est-ce qu'il faut travailler avec les anciens caciques du pouvoir, s'il faut les appeler ainsi? Je vois déjà certains qui sont en train de partir. Donc je crois que la tâche sera un peu difficile de prendre des décisions. Il doit beaucoup faire. Il est en train de glisser entre les œufs. Est-ce que vous pensez que Kabila a tout intérêt à laisser Félix travailler sans trop de contraintes, ou plutôt il va chercher à influencer beaucoup ce que Félix fait? Je te dis, tout est clair, Clyde. Kabila fera tout pour que le quinquennat de Félix plutôt puisse réussir. Parce que c'est aussi son image. Parce que les choses ont changé subitement. On a réalisé que les gens du pouvoir commençaient à soutenir l'alternative. C'est l'alternance plutôt. Alors, je pense qu'il a tout intérêt de laisser Félix travailler. Ça va aussi de sa réputation. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de Martin Fayulu? Il a entamé une action en justice au niveau de l'OIA, quelque chose comme ça. Il veut continuer avec son opposition. Qu'est-ce que vous lisez de ça? Je pense que je pourrais dire qu'il est un peu en retard, dans le sens qu'il doit aussi lire l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, Félix est déjà, je pense, à Addis Abeba. Donc, le pouvoir est là en place. Une lettre qu'on envoie à quelqu'un qui vous a dit que vous êtes dans l'opposition suffit pour que vous compreniez que ça ne sert pas. Fayulu pourrait construire une opposition, mais le danger, c'est quoi? Il est l'opposition de principe ou l'opposition par rapport, comme on dit, à la vérité des urnes. Parce que c'est différent. Est-ce que c'est par rapport à la lecture politique actuelle ou c'est par rapport à une situation qui est arrivée? Parce que Fayulu et Félix croient à une même chose, c'est-à-dire le peuple d'abord. Mais ils réclament la vérité des urnes. Donc il n'y a pas un programme, rien ne le sépare dans le programme à ce que je sache. Ils ont le même programme, ça sera difficile pour lui de devenir l'opposition pendant tout ce temps. D'abord, il y a les parlementaires qui doivent être suffisants pour faire... parce que nous n'avons pas la politique comme ça s'est fait en Angleterre, aussi en Australie ou en France. Ouais. Nous avons des oppositions dans l'opposition. Donc, Fayulu, il y a beaucoup de chances qu'il s'arrête quelque part. Et puis, pour mentionner, je peux prendre un peu une minute, Fayulu, ce n'est pas Fayulu. Fayulu, c'est Katumbi, Fayulu, c'est Bemba. Donc, une fois Bemba décide et Katumbi de lâcher Fayulu, il va revenir à la case de départ avec SID et un parlementaire, qui est lui-même. Ce qui signifie que son influence va s'amoindrir dans quelques temps. Parlant de Katumbi et de Bemba, jusque-là, ils ne se sont pas exprimés. En fait, il y a eu quelque chose que j'ai vu sur Internet où ils parlaient plutôt de l'historique de cet accord, mais ils ne se sont pas encore vraiment exprimés sur l'arrivée de Félix au pouvoir. Pourquoi vous pensez qu'ils prennent autant de temps? Ce sont des politiciens aguerris, ils ont travaillé dans le pouvoir il y a longtemps comme Bemba. Ils prennent petit à petit une distance, ils observent parce que finalement, ils savent que Félix restera président pendant 5 ans. Est-ce que je dois rester 5 ans en opposant en dehors du pays? C'est ma carrière qui en dépend. Donc, s'ils veulent avoir une carrière politique, ils observent l'attitude de la population et de la communauté internationale. Et à un moment, ne soyez pas surpris, c'est la politique qui est dynamique. Vous verrez, ils vont se rallier petit à petit à quelqu'un qu'ils ont connu et qu'ils étaient ensemble 3 semaines avant les élections. Surtout, par exemple, Katumbi, qui a toujours été pro-Félix. Exactement. Je crois qu'il prend un peu de temps pour voir, ne fût-ce qu'un gouvernement de Félix qui va donner un peu d'éléments pour son appréciation. Et puis après, bon, je suis sûr qu'il va se rallier à Félix. C'est votre sentiment? Oui, le souci de Katumbi, Moïse Katumbi, a toujours été d'être au Congo. Les travailleurs au Congo, il est le plus populaire, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'accepter d'être 5 ans dehors du pays? Je ne pense pas. Il a toujours été en relation. Il y a aussi des indiscrétions qui disent qu'ils se sont appelés. Donc, je pense que le grand problème avec Katumbi, c'est cette relation qui a été détruite avec Joseph Kabila et que Joseph Kabila doit quelque part, pour dire la vérité, permettre à Félix de faire entrer Katumbi. Ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça va se passer, c'est pourquoi Katumbi se réserve. Et Félix qui part en Angola et au Kenya et à Addis Abeba, il y a quand même eu 2 choses qui ont fait le buzz sur Internet. Premièrement, apparemment, quand il a été reçu par le président angolais, il n'y avait pas de drapeau congolais dans la résidence. Et la même chose aussi avec le président Sisi. Alors, les gens disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de drapeau congolais?
Bon, c'est le résultat, au fait, d'un pays qui n'a pas été dirigé par rapport à sa valeur. C'est aussi Kabila. Kabila n'était pas, Monsieur Joseph Kabila n'a pas donné l'influence que le Congo devait avoir. Je pense qu'à l'époque de Mobutu, s'il n'y avait pas de drapeau, il allait l'exiger avant d'être devant. Mais parce qu'on n'a plus de valeur, parce qu'on n'a pas dirigé le pays dans le sens de donner la valeur à sa population et au peuple congolais et à la nation congolaise, c'est ça le résultat. Il y a aussi l'amateurisme de celui qui vient d'arriver au pouvoir. Quand tu es là devant, tu réalises qu'il n'y a pas de drapeau. Évidemment, moi, je n'ai pas tout vérifié, mais je crois que quelque part, il pouvait aussi dire, mais Où est le drapeau? où est le drapeau? Ouais. Mais entre autres, comme on avait discuté avant, et vous l'avez aussi évoqué, ça pourrait être aussi, par exemple, à Addis Abeba, il y a toujours des gens qui sont mécontents. Celui qui peut être à l'ambassade là-bas pourrait être pro-Fayoulou ou pro-Kabila, et je ne sais pas. Ouais. Mais je pense que c'est une leçon à tirer. Les chefs d'État connaissent tout ça. Ce n'est peut-être pas très important, mais c'est des signes comme ça qui... L'emblème du pays, Absolument. c'est un symbole. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé politique, il faut peut-être parler autre chose. Et ici, sur Congoscopie, on ne veut pas seulement qu'il y ait de la politique. On va aller un petit peu dans l'économie. Qu'est-ce que vous pensez, Félix, va amener comme changement économique au Congo? Bon, je réalise déjà que Félix est en train de voir comment consolider les avantages économiques des pays limitrophes, c'est-à-dire le pays de l'Afrique centrale, SADC, et tout ça parce qu'il a évoqué quand il a vu, quand il a reçu nos compatriotes. Il a dit, j'étais avec des investisseurs angolais, nous allons voir comment ils peuvent nous aider. Donc, il sait que pour l'instant, il y a un stop. Il faut donner confiance aux investisseurs. Bon, en tant que fils, comme je le dis avant, des Etienne Tshisekedi, je crois que les investisseurs savent que le climat sera bon. Le climat des investissements sera bon et je crois qu'ils vont revenir parce que quand vous anéantissez la corruption, vous mettez la sécurité et finalement à la fin les investisseurs viennent et puis plus il faut que nous commencions à compter sur nos investisseurs locaux comme il a fait avec les Angolais et autres. Je pense qu'il est encore très tôt de se prononcer. Laissons le gouvernement venir. Mais il y a des gens qui s'inquiètent que Félix n'a pas trop d'expérience et le Congo a beaucoup de défis économiques, des atouts aussi, mais Félix n'est peut-être pas à mesure de mettre tout ça en ordre, en tout cas pas dans les 2-3 années qui suivent. Vous partagez cet avis? C'est en fait l'Afrique générale, la politique est dirigée par les politiciens. Les technocrates sont autour d'eux. Si nous prenons l'histoire du Congo, nous avons toujours eu des présidents qui n'ont pas une grande vision économique du pays. Prenons Mobutu, 32 ans. Il a travaillé avec les Mabi Mulumba, il a travaillé avec tous ces grands-là, les docteurs, des ingénieurs et tout. Vous connaissez les résultats. Donc moi, je pense que c'est d'abord la volonté de faire le bien, la volonté politique de la personne qui dirige. Je ne crois pas trop que les présidents devraient avoir une certaine expérience. On les a connus. Kabila a eu le pouvoir, il a fait 3 mandats de suite, peu importe ce que les gens peuvent dire, est-ce qu'il avait une vision économique de ce pays? Non. Je crois que c'est d'abord la volonté de faire du bien, et si Félix a cette volonté, il mettra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis il y a un élément très important dans cette politique économique, c'est la corruption. Voilà. Est-ce que vous pensez que Félix va travailler dans le sens de minimiser, si pas, je sais qu'on ne peut pas éliminer la corruption à 100%, mais est-ce que vous trouvez dans Félix quelqu'un qui va beaucoup travailler contre la corruption? Effectivement, quand par exemple il intime l'ordre, quand il dit aux militaires, j'ai vu votre vie à Kantchachi, je vois comment vous souffrez, si nous vous donnons plus, vous allez faire plus. Et puis, si je suis Félix, si je suis conseiller de Félix aujourd'hui, je lui dirais de s'atteler sur le résultat de Luzolo Bambi, qui a été nommé par Joseph Kabila, afin d'arrêter les gens qui étaient dans la liste des corrupteurs du pays. Le Zolo Bambi avait mentionné des montants colossaux que je n'ai pas le chiffre maintenant. Il peut commencer par lui. Le Zolo Bambi peut nous donner la liste, d'abord récupérer ce qui est perdu, arrêter et juger les gens, donc l'état des droits. Avec l'état des droits, ça c'est... Écoute, la première année suffit pour que les gens réalisent que ça c'est Kabila bis ou c'est Tshisekedi. L'état des droits se voit dans le fait. Mais là, l'inquiétude, c'est que s'il faut être dur contre la corruption, ça va nécessairement toucher les caciques kabilistes. Oui. Et comment il va se débrouiller avec ça? Je crois que la politique de M. Joseph Kabila va l'inspirer. Comment est-ce que tu es avec les caciques, ton entourage, mais tu nommes quelqu'un comme Luzolo Bambi pour enfin étaler les corrupteurs?
Et le Zolombambi l'a fait. Mais Kabila, Il y a une liste. Kabila N'a rien fait. Ouais. Mais Tshisekedi, Félix, n'a pas d'intérêt à ne rien faire. Les caciques aujourd'hui sont devenus des gouverneurs des provinces. Ils courent pour devenir des gouverneurs de provinces. Ça signifie qu'ils fuient la politique centrale. Ce qui signifie, évidemment, il y a toujours les gens qui disent révolution, pardon, mais c'est facile d'arrêter un corrupteur de l'ancien temps parce que Kabila les a abandonnés, en fait. Ok. Bon, en tout cas, on verra comment les choses vont évoluer, mais il y a toujours aussi la question, si nous restons dans l'économie, les mines, où il y a eu beaucoup de corruption. Récemment, on voyait même, par exemple, une entreprise minière australienne qui va exploiter la mine la plus riche du cobalt au Congo, qui est déjà d'ailleurs en train de commencer cette production-là. Et dans cette entreprise, il y a 80% pour les Australiens, 15% pour un groupe de Congolais et seulement 5% pour le Congo. Comment vous justifiez ça? C'est une situation normale parce qu'il y a la corruption. Maintenant, il y a aussi cet amateurisme et puis il y a la volonté de mal faire. Là-dedans, M. Moïse Kachoumi nous dira beaucoup parce qu'il a œuvré dans ces secteurs-là avec Kabila. Il est impliqué là-dedans. Moi, je pense que c'est la raison aussi que nous avons le Forum des Congolais de l'Australie. Le Forum des Congolais de l'Australie, c'est un groupe de gens qui vont réfléchir sur le bien-être des Congolais tout en étant en Australie. Alors, s'il y a une pression qui se fait au niveau ici, local de l'Australie, et que cette pression va amener les résultats au Congo, ça sera bénéfique pour le gouvernement afin de ne pas continuer toujours à donner 5% aux Congolais et à enrichir le multinational. C'est pourquoi nous avons des guerres. Alors, il faut maintenant, quelque part, voir aussi, parce que les rapports entre les États, c'est les rapports de force. Donc, il faut maintenant que nous puissions beaucoup peser, parce que nous sommes à cheval entre deux pays. Nous sommes forts, on est des Australiens, et on est aussi des Congolais au même moment. Donc, c'est la diaspora qui doit maintenant jouer. Et là, ça me donne une transition pour le troisième aspect de cette émission qui parle du rôle de la diaspora. Je crois qu'on a abordé ça un petit peu dans le premier forum. La diaspora est restée politisée pendant très longtemps. Il y a une partie qui reste encore très politisée. Vous ne pensez pas qu'il faut faire plus que ça, surtout s'intéresser plus sur le développement économique du Congo, plutôt que simplement d'aller manifester, d'insulter les gens sur Internet et tout. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Je crois que la diaspora devrait maintenant passer de l'autre côté, c'est-à-dire la reconstruction. Parler du développement, parler de l'économie. Moi, je crois toujours, jusqu'à aujourd'hui, que la diaspora peut changer. Et c'est que le changement que le pays attend aujourd'hui, c'est de sa diaspora. L'expertise que la diaspora met. Moi, j'ai donné un exemple vraiment simple. Je parlais avec des jeunes ici, c'était à Brisbane, des jeunes, il y a 3 mois passés. Je leur ai dit ceci. La culture africaine détruit l'Afrique. Or, nous venons ici pour avoir une culture qui sera la symbiose de ce que nous avons en Afrique et ici. Je pense que, quelque part, la culture que nous avons, qui nous a permis de vivre dans des pays développés, nous connaissons l'histoire des pays où nous vivons, nous pouvons amener chez nous et changer cette culture-là d'avoir tout. Quelqu'un qui a 34 parcelles, il n'est pas économiste, mais il a quoi? 34 maisons. Mais il est politicien. Qui changera ça? C'est la culture que nous allons amener. La diaspora doit, comme je l'ai dit, devrait maintenant aller vers la reconstruction, vers le développement, créer l'environnement dans la diaspora tel Forum des Congolais de l'Australie, réfléchir sur le problème du Congo et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le Congo ou l'Afrique à se développer. Absolument, parce que je crois que, bon, évidemment, on voit ce qui se passe en Europe principalement, mais aussi dans d'autres pays où la diaspora, à l'époque de Kabila, c'était très justifié qu'il fallait combattre, qu'il fallait faire tout pour faire partir ce régime-là dont, en tout cas, la plupart des gens dans la diaspora n'en voulaient pas. Mais avec Félix, bon, on a quand même réussi à avoir quelqu'un qu'on sait, il est 100% congolais, qui est à la tête du pays. Avec Kabila, il est resté des doutes. En tout cas, il y en a qui disent qu'il n'est même pas congolais. C'est un autre débat. Mais on voit trop de bilobela, comme on dit en lingala. On voit trop d'agitation. Il n'y a pas de substance dans le discours de la diaspora. Et même si vous dites que ça va changer, c'est la diaspora qui doit aller contribuer pour le changement au pays. Mais s'il n'y a pas de substance dans ce qu'ils font déjà à l'extérieur, vous pensez qu'ils vont faire quelque chose au Congo? Ah ouais, là je parle de diaspora utile.
on a très longtemps utilisé une diaspora pourrie. Je ne retire pas le terme, pourquoi? Parce que je vois quelqu'un comme vous, Clyde, ici assis. Si l'État crée un environnement tel que vous pouvez changer le Congo, vous allez le faire. Vous ne partez pas. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas créé cet environnement. Vous avez votre travail ici avec un salaire, par exemple, disons 100 000 $ par année. On vous propose un salaire de 20 000 $, vous ne partez pas. Les gens qui partent en Afrique, la plupart des cas au Congo, ce sont ceux-là qui n'ont jamais travaillé dans la diaspora. Ils ont tout simplement soit étudié, soit traîné longtemps dans la... C'est ce que nous appelons diaspora en général. Mais pourtant, il y a la diaspora utile. C'est toi, moi, les gens qui sont dans la diaspora. Ils sont là, ils travaillent pour le bien-être des pays qui les avaient reçus. Ceux-là peuvent être importants. Il faut aller, comme j'ai dit, à l'école des savoirs. Qui est cette diaspora qui est le Congo ou l'Afrique attend? C'est la diaspora utile. Et quand vous parlez de diaspora utile, je pense que vous voulez plus parler de la diaspora en fait, du côté... Parce que l'utilité peut venir du côté politique, ça peut aussi venir du côté économique. Ou dans d'autres secteurs comme le... not for profit, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. En Australie, par exemple, où nous sommes, est-ce que vous pensez qu'il y a un réveil, il y a une conscience de la diaspora pour être plus utile au Congo? L'exemple est simple, c'est le forum des Congolais de l'Australie. Quand on avait monté cette initiative, nous avons dit, on verra qui va venir. Mais vous savez, on a fait salle pleine. Le nombre de gens qui devraient venir était là. Les Congolais veulent faire, les Congolais d'Australie veulent faire quelque chose. Ils sont là pour le faire, ils sont prêts à le faire. Moi, je pense que les contraintes viendront par rapport à ce que j'ai évoqué ici. Il y a ceux-là qui travaillent ici, qui se disent, est-ce que je veux rentrer pour aller demander du travail? Comment je peux aider le pays à distance? Ces idées-là ensemble, je pense que la diaspora de l'Australie est prête. C'est les conditions dans lesquelles ils vont mettre la diaspora dans, faut appeler le gouvernement des... Monsieur Félix Etienne. Il y a un autre angle où la diaspora peut être très utile parce que je comprends la question. Bon, je travaille ici, je gagne à peu près 100 000 $, je ne peux pas aller au Congo pour 20-30 000 $. Mais on peut aussi penser que, parce que quand nous regardons dans le monde, l'un des plus grands exemples d'une diaspora utile, c'est la diaspora juive, qui a beaucoup aidé non seulement à l'existence même de l'État d'Israël, mais le développement socio-économique du pays. Et cela passe par les affaires. Est-ce que vous pensez que la diaspora congolaise à l'extérieur a appris quelque chose dans le sens de faire des affaires qui puissent faire évoluer le pays, au lieu plutôt de se dire simplement que bon, pour que j'aille, il faut que j'ai un boulot, plutôt que de monter un truc qui peut évoluer? Nous vivons dans un milieu qui est capitaliste. Donc, ce qui signifie, c'est difficile de sortir d'un pays comme l'Australie avec beaucoup d'argent, mais il y a quand même des initiatives qui se sont faites. Je pense à votre organisation KEF au Congo. KEF au Congo, c'est toujours là, KEF au Congo. Il suffit tout simplement qu'on nous donne l'environnement. Vous allez installer KEF au Congo, ça va aider les Congolais. Les investisseurs viennent pour leurs intérêts. Mais nous sommes ici dans la diaspora. Il y a deux sortes de diaspora. Il y a ceux-là qui vont amener leur expertise afin d'aider les pays sur place. Il y a d'autres ici, par exemple, le Forum des Congolais, peuvent donner des idées et mettre ça ensemble et envoyer là-bas. On peut recevoir même le pouvoir ici sur place et les aider avec ces genres d'initiatives. Et puis, enfin, nous avons les gens qui font les affaires. Nous avons des Congolais qui font l'import-export. Voir dans quelle mesure, par exemple, les douanes seront allégées et tout le reste. Les Congolais vont revenir. Les Congolais d'Australie viendront. On commence à entendre de temps en temps dans le discours de la diaspora ici qu'il y a de l'espoir au Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y a raison d'espérer que le Congo va changer dans le sens positif et que nous pouvons soit rentrer, soit à partir d'ici être beaucoup plus utile pour ce que nous faisons? Le changement, c'est déjà Félix. Il est déjà, il a eu le changement lui-même parce qu'il vient très longtemps, il n'a jamais travaillé quelque part, il est venu comme ça, il est tombé, venant de l'opposition. Il est déjà le changement. Mais aussi, il faut que nous apprenions le volontariat. Toi et moi, nous pouvons descendre avec AMA, E-News 24 et Grand Journal. Nous pouvons descendre au Congo pour en fait, donner aussi notre expertise dans les médias. Comment nous comprenons les médias? En fait, de des fake news, la population n'est pas bien informée aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le volontariat compte. Et puis, entre-temps,
Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est comme j'ai dit, c'est la diaspora qui va l'amener. Toi, tu as travaillé en Australie. Quelqu'un te posera la question, est-ce que vous faites ça en Australie? Vous allez dire, non, on ne le fait pas. Pourquoi tu le fais ici? Donc, quelque part, tu vas t'amender. Et puis, utiliser les gens qui ont de l'expérience, ceux-là qui ont travaillé. Parce que tu peux finir les études à Bruxelles, à Paris, à Melbourne, mais tu n'as jamais travaillé, tu n'es pas différent de celui qui a fini à l'UNIKI. Bon, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Malheureusement, notre temps est limité. Nous touchons presque à la fin de cette émission. Denis, je vais te demander peut-être de faire une synthèse de tout ce qu'on a parlé. Je pense que nous commencerons par le Forum des Congolais de l'Australie, là où nous invitons toujours les Congolais à venir. Et c'est une plateforme qui va réfléchir sur le Congo. Et nous avons dit il y aura encore une seconde édition, très bientôt, ce sera le 23 février si je ne m'abuse pas. Ouais. Et puis nous avons aussi parlé du développement du Congo, c'est-à-dire développement économique. La diaspora doit plus penser maintenant au développement. Nous devons arrêter les discours qui se passent Internet, ça sert pratiquement à rien. Les pays s'est construit par le travail de ses fils. Donc nous invitons les fils congolais d'accompagner ce qui se passe au Congo avec leurs expertises. Et aussi, nous demandons entre-temps au pouvoir de donner un cadre qui permettra à ceux-là qui arrivent, soit des gens de business qui amènent des affaires, soit des gens qui amènent leur expertise, d'avoir un environnement propice pour le faire. Les Congolais doivent être privilégiés dans son propre pays. Il y a des lois qui doivent changer par rapport aux visas, obtention des visas. Nous avons par exemple des passeports et tout le reste et les séjours. Et entre-temps, les 2 semaines de Félix, comme nous avons dit ici, voyons voir ce qui va se faire. Moi, je pense qu'on peut le juger pendant ces 100 premiers jours. Et merci d'abord merci aussi pour nous avoir reçus. Et merci pour ces cadres magnifiques des AMA avec Congoscopie. Et je pense que c'est la voie de l'Australie. Merci beaucoup, Denis, d'être venu. En tout cas, c'est la première fois sur Congoscopie, mais certainement pas la dernière. Et nous aurons donc d'autres opportunités de continuer à communiquer de manière fréquente sur ce qui se passe au Congo et ce qui se passe ici en Australie, dans la diaspora, pour faire mieux, pour faire avancer le Congo. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions et nous vous demandons de faire des commentaires, de partager cette vidéo et de contribuer là où vous êtes, localement dans votre communauté, au développement du Congo, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, comme on dit en anglais, until next time, take it easy. Bye bye. Bye. Voilà. Bye.